le théâtre des Champs-Élysées a un nom trompeur. Je dis cela parce qu'on peut penser qu'il se trouve sur la importante avenue de la capitale française. Mais ce n'est pas le cas. Le théâtre des Champs-Élysées se trouve sur l'avenue Montaigne, qui n'est pas pour autant moins élégante et glamoureuse. Sur cette avenue, on trouve des importantes boutiques de luxe et de très célèbres personnages comme la berlinoise Marlène Dietrich ou l'impératrice iranienne Farah Diva y ont vécu. L'avenue Montaigne commence du côté de la Seine, au pont de l'Alma, et finit effectivement au rond-point des Champs-Élysées. Si l'on monte cette avenue dans cette direction, du côté gauche où se trouvent les immeubles numérotés avec des numéros impairs, dans un des premiers immeubles, on trouve le théâtre des Champs-Élysées, qui était construit en 1913 dans un très nouveau style pour l'époque, qui finalement s'appelle Art déco. Si je vous parle de ce théâtre, c'est parce qu'ils se sont déroulés des événements que je vais vous raconter aujourd'hui. Depuis son inauguration, le 2 avril 1913, ce théâtre a été une place de premier ordre dans la culture de la capitale française. À ce jour, concerts, opéras et ballets font partie du programme de ce théâtre. Mais quand on parle du théâtre de Champs-Élysées, on ne peut pas s'empêcher de penser à un événement scandaleux qui s'est déroulé, et ce, peu après son inauguration, le 29 mai 1913. Ce jour-là, la crème de tout Paris s'est réunie dans ce théâtre pour voir la première mondiale du ballet, le Sacré du Printemps. Mais parlons d'abord des créateurs de ce ballet. D'une part, il y avait le compositeur russe déjà très célèbre, Igor Stravinsky, qui à présent avait déjà triomphé avec la musique pour des ballets aussi importants comme Petrouchka et les oiseaux de feu. Stravinsky était un compositeur révolutionnaire qui a rompu avec les canons de la musique harmonieuse du romanticisme qui avait prévalu tout au long du siècle précédent. Stravinsky était un grand intellectuel qui côtoyait les grandes personnalités de la culture mondiale du moment. C'est lui qui a écrit la musique du ballet dont nous parlons aujourd'hui. D'un autre côté, il y avait Václav Nijinsky. Bien qu'il soit né en Ukraine, Nijinsky faisait partie d'une famille de danseurs polonais et de son plus jeune âge, ses parents l'ont inscrit à l'école impériale de ballet et il a rapidement fait partie des danseurs du théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg. Pour les connaisseurs de ballet, on peut dire qu'il était l'un des premiers hommes à maîtriser la technique en pointe, que ce n'est ni plus ni moins que de savoir danser sur la pointe des pieds grâce à des chaussons aplatis en bois. Nijinsky était également célèbre par les sauts fabuleux qu'il pouvait faire dans ses danses, des sauts qui défiaient la gravité elle-même. Le troisième personnage impliqué dans l'histoire d'aujourd'hui était Serge Diaghilev, un millionnaire russe qui s'est cherché de promouvoir l'art de son pays en Europe, en particulier à Paris. D'abord, il s'est cherché de présenter des expositions de peintres russes, et plus tard, en tant qu'impresario des opéras des compositeurs russes aussi. Plus tard, il a fondé une compagnie de ballet qu'il a appelée les Ballets Russes, avec laquelle il promenait l'art de la danse russe à travers le monde. Le répertoire des ballets russes
n'était pas seulement composé des grandes œuvres classiques du ballet russe, telles que La Belle au bois dormant ou Les Lacs des Cygnes, avec la musique du célèbre compositeur Tchaïkovski, mais s'également aventuré dans les nouvelles techniques expérimentant des nouveaux concepts de danse. Eh bien, dans la saison 1912 des ballets russes, le Sacré du Printemps aurait dû être présenté, mais Stravinsky était déjà très occupé avec l'achèvement d'un autre travail. Ces ballets Petrouchka et Les Oiseaux de Feu avaient été des véritables succès et on attendait la même chose pour la nouvelle œuvre, Le Sacré du Printemps. Le compositeur et le chorégraphe se sont tous deux inspirés du folklore slave ancien pour leur ballet. L'argument était simple. Dans la première partie, des villageois célèbrent l'arrivée du printemps avec des danses après un long et lourd hiver. Et dans la seconde, un groupe de vieux sages du village sélectionne une élue qui doit danser jusqu'à l'épuisement et la mort pour rencontrer les anciens dieux slaves païens d'avant le christianisme, comme une offrande pour leur envoyer le printemps tant attendu. Le théâtre des Champs-Élysées, récemment inauguré, a été le cadre choisi pour cet événement tant attendu. L'inauguration était fixée au 29 mai 1913. La veille de la répétition générale avait été exécutée en présence des compositeurs comme Saint-Saëns, Debussy et Ravel, et tout annonçait un nouveau succès. Des personnalités comme Coco Chanel et Picasso étaient parmi les spectateurs. Avec les premières mesures, la musique syncopée et harmonieuse, ainsi que les mouvements audacieux, presque obscènes des danseurs, ont progressivement provoqué le mécontentement de ces spectateurs. Les suets timides ont rapidement dégénéré en un bruit étrange, ce qui a empêché les danseurs d'entendre la musique de l'orchestre. Avec les premières suées, Stravinsky est sorti en trombe du théâtre. Nijinsky, dans les coulisses, a essayé de donner des instructions aux danseurs abasourdis et Diaghilev a demandé aux machinistes d'allumer et d'éteindre les lumières du théâtre pour essayer d'épaiser les spectateurs enragés. Mais s'il s'avère que dans le théâtre, il n'y avait pas seulement des détracteurs, mais aussi des amoureux de la pièce, et bientôt, une bagarre a éclaté entre les deux parties qui s'est immédiatement terminée par un combat libre. Les chaises volaient d'un bout à l'autre du théâtre et les coups de poing étaient abondants. Les responsables du théâtre ont appelé la police qui a transporté rapidement un nombreux spectateurs endurcis jusqu'au poste de police le plus proche. Le scandale était consommé. Cependant, les nouveautés avant-gardistes finissent par se faire un chemin. Et peu de temps après, lors de la présentation à Londres, bien qu'il n'y a pas eu un accueil extrêmement chaleureux du public, il n'y a pas eu non plus de mépris marqué. Au fil du temps, Stravinsky a fait une présentation de concert avec seulement la musique, sans le ballet, et cela a contribué à l'acceptation de son travail. Après, la Première Guerre mondiale est arrivée, et la plupart des manifestations culturelles en Europe ont dû être annulées. Une fois la guerre terminée, en 1920, s'est présenté à nouveau à Paris le Sacré du Printemps, avec les succès qu'il méritait depuis sa première en 1913. Depuis lors, de nombreux chorégraphes ont repris
les mouvements initiaux, bourdes et démonstratifs de Nijinsky pour le mettre à sa manière. Et ils sont beaucoup de compagnies qui ont intégré ce ballet dans son répertoire. Si mon émission d'aujourd'hui vous a plu, je vous prierai comme d'habitude de vous souscrire, de le dire à vos amis, de faire clic sur la petite cloche et toujours merci et à la prochaine.